suis née à Rodez. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'ici. Je viens de chez moi. I'm from Somalia. Oui, je viens de Scorpio. Je viens du Pérou. Je viens de Pologne. On est tous citoyens du monde. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Quartier des Ondes, nous voici à nouveau donc à la deuxième et dernier épisode de l'histoire de Ange Kambang. J'espère que je prononce bien, mais de toute façon, vous aurez l'occasion de redresser la prononciation. Journaliste politique originaire de Congo-Kinshasa, qui a été obligé de s'exiler en France après l'assassinat de son père en 1998, qui était le numéro 2 du pouvoir de l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Alors, cette émission, comme nous l'avons dit la dernière fois, de vous embarquer dans un navire radiophonique avec, bien entendu, Alan Barraud qui est à la technique et moi-même Kwabroujak. Alors nous allons nous balader juste un peu en musique et revenir à notre invité exceptionnel. Et cette musique, tenez-vous bien, l'invité aura l'occasion de nous expliquer ce que dit la chanson. Mais pour l'instant, allons-y avec Verason, son titre Croix-Rouge. Dis-moi, grand frère Manou, pourquoi l'Afrique est-elle vouée à la misère? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de haine? Et tu sais, Werason, il faut déjà que l'Africain se supporte, que l'Africain aime l'Africain, que l'ethnie de l'un aime l'ethnie de l'autre. Commençons par ça. Croix-Rouge, ONI, UNICEF, comment faire pour sauver ma vie? Croix-Rouge, ONI, UNICEF, comment faire pour sauver ma vie? Croix-Rouge, viens mon secours. Je t'ai abandonné tout seul dans un village tout enflammé où je voyais des cadavres. Mes yeux pleins d'atrocités. Croix-Rouge, ONI, UNICEF, pour sauver ma vie. Je criais de toutes mes forces au milieu de la nuit. Je ne savais pas comment sortir de ces dangers qui peut me sauver. Où est la Croix-Rouge? Croix-Rouge. Sauver ma vie, no, yeah. Oh, yeah. Nauti kuna na Angola, na Kisasa Malebo, na koma kuna na Brazza. L'expérimentation des armes dans le monde, les champs de bataille en Afrique. Pourquoi l'Afrique, la souffrance et la guerre? Nous voulons la paix. J'ai parcouru le monde
fait la paix. Mais je n'ai vu que de la souffrance. Bitumba, qui peut me sauver? Oh, où est la croix? Oh, Anda, Anda, Manda, Mami Ningebema, Mwankongo, Nauti kuna na Ethiopia, Nasonga mboka Liberia, Nakata kuna na Guinée. Marocain, ne tirez pas. Si mon peuple malien, ne tirez pas. Si mon peuple africain, ne tirez. Chose promise, chose faite. Alors, nous sommes en face de Ange. Alors, Ange, avant de revenir à l'épisode numéro 2, je vais dire, avant de revenir sur la suite de votre histoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi parle cette chanson? Nous avons entendu Croix-Rouge, nous avons entendu UNICEF, et donc cette chanson, apparemment, interpelle, enfin, ce que nous avons certainement dû imaginer. Oui, vous êtes parce mieux que c'est en placé de nous français. expliquer. Ben, là, c'est l'artiste musicien Werason, c'est un grand artiste de Congo démocratique qui fait appel à la Croix-Rouge de venir sauver les enfants qui sont tués tous les jours en Afrique. Il parle de l'Afrique en général et au Congo en particulier parce que chez nous, à l'Est, tout le temps, il y a des guerres. Donc, il y a des enfants, il y a de grands, de papas, de mamans qui perdent leur vie à cause des guerres. C'est la raison pour laquelle Wera a interpellé, a fait appel à la Croix-Rouge, l'UNICEF et autres, pour qu'ils viennent en aide à ces gens-là qui sont en train de mourir à cause des guerres. Et pour vous, c'est que la Croix-Rouge et l'UNICEF qui puissent venir en aide à ces personnes qui étaient en train de mourir de faim? Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité sur place? Ou c'est la Croix-Rouge congolaise, vous voulez dire? Ou la Croix-Rouge la internationale? Croix-Rouge en général, il n'a pas spécifié, il parle de la Croix-Rouge en général, donc... Il n'y a pas des associations Ici, il y a des associations, mais oui, mais on a toujours, c'est insuffisant. Donc, on a toujours besoin de l'aide de l'étranger parce que chez nous, c'est insuffisant. On ne sait pas nous prendre en charge. Vous savez ce qui se passe en Afrique, donc on n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge, surtout en matière de guerre. Il y a tellement beaucoup de besoins que cela nécessite de l'aide étrangère. Ok, d'accord. Donc, nous comprenons. Vous avez bien entendu, vous pouvez aller sur n'importe, pas pour faire la musique, disons pas pour faire la publicité de cette musique, mais vous pouvez, si vous avez besoin de savoir ce qui se passe en musique avec Werason, vous pouvez cliquer sur son titre Croix-Rouge. Alors, Ange, voilà, vous êtes journaliste en France. Vous avez commencé les études journalistiques au Congo, Kinshasa, où vous êtes originaire. Et vous poursuivez toujours votre vocation. Vous êtes aujourd'hui spécialisé parce que il y a quelque temps dans nos enquêtes, nous avons dû savoir que vous avez obtenu un diplôme pour... À l'IFASIC, un diplôme de graduat. Je suis graduée en sciences de l'information et de la communication. Wow. Et à part ça, ici, j'ai fait encore une formation de développeur web. Donc, je suis développeuse web. Je peux développer des sites internet et des applications. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est un complément de formation. Ouais. Apparemment, vous êtes presque complète, parce que on peut jamais être complet dans la vie, mais dans votre domaine, vous êtes complet. Alors, nous étions au Congo sur l'assassinat de votre père, notamment qui, après l'assassinat du président de la République en 2001, la famille a été laissée pour compte, ça a été abandonné. Et la question, les inquiétudes étaient de savoir pourquoi le nouveau président de la République, qui est le fils de l'ancien président, qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, dont le nouveau est Joseph Kabila, c'est bien ça, Joseph Ouais. Kabila, vous a abandonné, n'a pas créé des concepts de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez revenir à peu près sur, je vais dire, oui, l'assassinat de votre
père. Oui, merci. Parce que l'autre fois, on a parlé de l'assassinat de mon père, mais on n'a pas abordé les circonstances sur lesquelles il a été assassiné. C'est vraiment dur à raconter, mais je vais quand même faire un effort. En fait, c'était un certain mercredi 26 août 1998. Mon papa était convalescent et il revenait de l'hôpital. Donc, on a été attaqué devant notre porte par l'armée, notre propre armée. Donc, comme on n'avait que quelques gardes et on n'avait pas assez de munitions pour se défendre, mon papa étant malade aussi, n'a pas pu se défendre. Donc, on était obligé de sortir de la maison pour chercher refuge ailleurs. Donc, nous sommes sortis avec le premier garde qui nous a accompagnés à côté de chez nous. C'est dans une famille d'accueil, bien sûr. Et c'est là qu'on était allés. Et puis, notre papa est sorti en dernier pour retourner à l'état-major, rejoindre l'état-major. Donc, en route, parce que avant de sortir, il était tout le temps en contact avec le président de la République. Il a fait voir au président de la République qu'il ne pouvait pas sortir parce qu'il était attaqué devant sa porte. Et le président lui a promis de lui envoyer de l'aide, voilà, pour le secourir. Un hélicoptère, normalement, mais avant que l'on parte de chez nous, il n'y avait rien qui est venu. Donc, mon papa était obligé, comme nous, de sortir aussi pour regagner l'état-major. Donc, en route, il a trouvé des gens entre parenthèses, qui étaient censés venir secourir. Et ce sont ces mêmes gens qui l'ont tué. Ils lui ont fait voir qu'il ne pouvait pas passer de l'autre côté, il fallait qu'il retourne. Et c'était en retournant qu'il a été abattu par derrière. Donc, et puis après, ils l'ont jeté dans l'eau. C'était comme ça qu'il est mort. Et heureusement, il y avait parmi les gens qui l'accompagnaient, il y avait l'un de mes frères qui était là. Et au moment de l'acte, il était à côté, il a été protégé par une famille, donc il a su voir tout ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après qu'il est allé informer à l'un des amis de mon papa pour dire que non, papa n'est plus là, il a été assassiné. Il a essayé de relater l'histoire. Et après, l'ami de mon père a dit, non, on ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on aille voir, qu'on demande une audience pour voir le président de la République afin de lui exposer le problème. Et c'est ça qui s'est passé. Quand ils ont vu le président, ils lui ont exposé les problèmes et expliqué les circonstances de la mort. Après, l'ami de mon père a exigé à ce que les corps de mon papa soient retrouvés. Et parce que pour lui, il a dit, il pouvait pas disparaître comme ça, quelqu'un qui a servi son pays et comme ça, du jour au lendemain, et j'étais dans l'eau comme ça, disparaître sans tombe, sans rien. Non, mais il a dit que c'était inconcevable. Il fallait vraiment faire un effort pour retrouver les corps de mon papa. C'est ainsi que le président s'est engagé. Il a engagé tout un bataillon pour rechercher le cadavre de mon papa. Et comme Dieu est bon, Dieu n'aime pas que quelqu'un des biens parte comme ça sans laisser de traces. Et on aurait pu retrouver les corps de mon papa 2 jours après. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, ce sont des faits divers. Et à ce moment, comment et où était la famille? Parce que avant que votre père ne sorte de la maison, la famille était déjà sortie. Alors, et où avez-vous trouvé refuge à ce moment-là? Parce que vous avez appris plus tard la mort de votre père. Ouais, on a trouvé refuge chez un ami de mon père. Papa Corner, c'est lui qui est allé voir le président de la République pour essayer de retrouver, a engagé des gens pour retrouver le corps de mon papa. À ce moment, il ne savait pas que le père avait été assassiné? Il savait déjà, mais parce que c'était un consigne, il fallait que personne soit... voilà, il fallait garder le secret pour que... Oui. Parce que mon papa il avait aussi de militaires qu'il a recrutés, donc les présidents craignaient à ce que ces militaires, parce que les pays étaient en guerre, se révoltent et que... ça se passe autrement parce que d'abord, il fallait défendre le pays qui était agressé par le Rwandais et par la suite s'occuper du problème de mon papa. C'était ça le principe. Et au moment de l'assassinat de votre père, il était en vacances parce que là, vous avez dit... Il était convalescent. Oui, il était convalescent malade, donc à la maison, vous avez bien dit. Cela suppose que c'est des congés maladie, quelque chose comme ça. Et donc, c'est à peu près... Et ce gens-là, ils savaient qu'ils n'étaient pas en forme parce que mon papa en forme, ça n'allait pas se faire. Ils savaient qu'ils ont profité de sa maladie pour quand il était en forme, mais non, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Donc il s'est déplacé par lui-même pour aller à l'état-major. Ouais.
pour demander qu'il Non, parce qu'il devait en guerre, comme il n'avait pas de munitions, il ne pouvait pas combattre, donc il n'avait qu'à replier, à regagner l'état-major. C'est comme ça que ça se passe. Là, et lui étant malade, il n'avait qu'à regagner l'état-major. Ok, donc il a regagné l'état-major. Il ne craignait pas, puisque le pays est en guerre, comme vous l'avez dit, est-ce que ce n'était pas tout à fait dangereux que ce ne soit pas ces militaires qui l'ont recruté qui puissent se déplacer pour l'accompagner jusqu'à l'état-major? Il était avec, parce que je vous ai dit, il était tout en communication avec le président de la République. Les militaires qui sont venus en aide, ce sont les militaires que le président a envoyés, mais les présidents ne sachant pas que ces militaires étaient en complot contre mon papa. Oui. Donc, ils l'ont tué et j'étais dans l'eau pour faire voir au président que regardez le monsieur à qui tu as fait confiance. Parce que nous, on est venus, l'autre fois, je vous ai dit, ils sont venus avec le président, ils ont fait la guerre avec lui, donc ils n'ont pas obtenu ses postes. Le président a donné à quelqu'un d'autre. Donc, c'était une façon pour eux de dire, tu vois, la personne à qui tu as fait confiance, il t'a trahi, il a disparu, il est parti avec le rebelle. Oui, nous essayons là de comprendre parce que, en fait, des personnes qui ont combattu auprès du président de la République, et votre père qui était à côté du président de la République, le numéro 2, et qui n'a pas recruté certains militaires qui se sont donnés corps et âme pour protéger le pouvoir et qui ont été laissés pour compte. Donc, c'est à peu près un petit règlement de compte qui... Règlement de compte, mon papa avait 2 ennemis. Les Rwandais qui voulaient... il y a eux, les Rwandais. Ça, ce sont des ennemis, ennemis extérieurs. Voilà, et les militaires qui sont venus avec et ça, sont les ennemis intérieurs. Maintenant, et ils se sont alliés. Voilà, donc, comme c'est de l'extérieur, ils ne peuvent pas atteindre mon papa. Et sans passer par ceux de l'intérieur. Avec ceux de l'intérieur. Comme quelqu'un le dirait, on peut avoir que pour ennemi la personne de la maison, la personne la plus proche de soi. Voilà. Et là, c'est plus clair. Et c'est pour ça que nous avons insisté que vous vous présentiez à notre plateau pour poursuivre afin que les auditeurs et toutes ces personnes qui ont vécu et qui vivent et qui vivront, enfin on ne souhaite pas que des personnes vivent ce que vous avez vécu parce que c'est tout à fait pas facile autant pour moi. Alors nous allons poursuivre et quand votre père a été retrouvé 2 jours plus tard, vous étiez toujours exilé, enfin, à l'intérieur du Congo, à Kinshasa. À Kinshasa, en ne connaissant rien, on savait que papa, comme il est sorti, il a regagné l'état-major, il est là, donc parce que le pays est en guerre, on ne peut pas le voir. Donc, nous, on était bien sécurisés chez un ami de notre papa, donc c'était bien. Et le président, soi-disant l'ami de notre papa, nous a informé que les présidents avaient donné de moyens pour que la famille subsiste pendant ces temps que papa était absent plutôt. Donc, on était pris en charge par le président. Donc. Et vous avez dit que votre père a reçu les honneurs dus à son rang. On ne savait pas encore qu'il était mort. Au moment de l'enterrement, en fait, il a eu un piquet d'honneur. Et il y a eu tous les honneurs militaires qui lui ont été rendus. Il a eu vraiment un hommage mérité. Le président a même frété un avion, comme je l'ai dit l'autre fois. Il a frété un avion qui nous a pris de Kinshasa à Lubumbashi. Pendant tout ce temps, les choses se passaient bien. Très bien. Et tout ça, ça se passait normalement. Il payait nos études. Oui, et après, vous avez quitté la maison de père de votre ami, disons de l'ami de votre père. Et vous avez regagné votre domicile. Les jours de l'enterrement, on a regagné. C'est là, le jour où on a su que papa était mort, on a regagné notre maison et on a... Parce que vous avez été assuré, vous avez été également rassuré. Déjà, moi, j'étais enfant, je ne savais pas. Ma mère a été informée un peu 1 jour, 2 jours en avant. Nous, on a vu, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait 2 gens qui pleuraient. Et, du coup, on a compris que... Et puis, on nous a dit, dès le jour qu'on est sorti, votre papa n'était plus. À ce moment-là, personne ne savait que c'était un assassinat dû à un complot des personnes qu'il a lui-même formées. Non, parce que là, à l'époque, quand le président a reçu ma maman l'a su 2 jours avant, il a dit, si on a tué ton mari, c'est pour me tuer moi. Ah, il a été clair et direct. Il a été clair et direct. Donc, ma maman connaissait déjà, mais moi, à l'époque, j'étais enfant, j'étais encore une petite fille, donc je ne pouvais pas tout me dire. Donc, on a vu papa mort et son cercueil était scellé. On ne pouvait même pas voir ce qui était dedans. On n'a pas vu. Qui était dedans? On n'a pas vu. Donc, c'était vraiment scellé, bien protégé, avec le drapeau dessus. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, ça a été... je me rappelle...
On parlait de cercueil, évidemment, et quelqu'un avait posé la question, disait que la mise en bière de mon père s'est bien passée. Après, nous avons récupéré la bière pour mettre dans le sol. Et l'autre disait que il boit pas de la bière. C'est juste une anecdote. Mais pour déstresser un peu la situation que vous traversez, parce que c'est pas facile. La premier épisode, ça n'a pas été du tout facile. Nous l'avons constaté. Nous étions pris des mois. Bien sûr, comme le nom de l'émission, le trémois. Nous étions en émoi et ça continue. C'est des frissons que nous recevons et je parie que les auditeurs qui sont scotchés devant le petit écran ou devant le poste ou encore devant le téléphone, je ne sais pas quel moyen ils nous écoutent, sont touchés. C'est pourquoi j'ai prévenu qu'ils attachent le ceinture de sécurité. Alors, nous allons poursuivre. Nous vous demandons de vous armer de courage parce que c'est pas du tout facile. Une question d'assassinat qui touche à un parent biologique, tel le père, c'est toujours pas facile. Et dans votre récit, nous voyons à peu près l'attachement que vous aviez avec votre père et l'attachement que la famille avait et la sensibilité aussi que votre père était par rapport à la famille, à votre mère, tout ça qui a dû endurer ces situations. Et ça n'a toujours pas été facile. Alors, après l'assassinat, après les hommages ou les honneurs militaires qui lui ont été rendus et vous avez été pris en charge pendant un certain nombre d'années, est-ce que vous pouvez revenir à peu près dessus, à partir de quel moment la situation a commencé à se dégrader où le pouvoir avait commencé à vous relâcher peu à peu pour aboutir à la raison pour laquelle vous êtes invité sur notre plateau? En fait, c'est quand le président Mzee Kabila est mort, il a été assassiné. Donc, c'est son fils qui a repris le pouvoir. Et c'est à partir de là que tout n'allait plus comme avant. Donc, on a été abandonné à notre propre sort. Hein. Donc, on payait plus nos frais scolaires, on n'avait plus de rations, on nous a retiré la garde de... Tout. Sécurité, ouais. Donc, on était vraiment abandonnés. On ne recevait que le salaire d'un militaire normal. Lambda, donc, oui. C'est ça. Ouais, le salaire, la pension que vous recevez. Et à partir de là, quelles sont les dispositions qui étaient prises par la famille pour essayer de changer? Parce que là, tout était retiré. Ouais, mais après, ma maman, c'est une femme battante. Elle faisait de son mieux pour qu'on continue à étudier. Est-ce qu'elle n'a pas fait des démarches pour... Si, elle a fait. Elle a demandé des audiences par-ci, par-là. Et il n'a pas obtenu grand chose. Donc, une fois, elle était où? Je ne sais pas. Elle était en sortie. Donc, il y avait un major qui est venu chez nous avec son téléphone, soit disant que le président avait besoin de maman. Et comme maman n'était pas là, il ne pouvait pas parler. Donc, après, c'était prévu qu'il rappelle. Mais sans suite, on a pu... Le major est parti à la maison. Il est venu chez nous à la maison avec le téléphone, soit disant que le président il voulait parler à maman. Oui. Donc, après, comme maman et ça s'est fait, il y a eu un contact qui avait été rétabli. Il est a venu cherché, avec le téléphone. Qu'il a cherché, il a cherché longtemps, il voulait entrer en contact avec la famille. Donc, mais après... Il y a eu la communication entre votre père et le président de la République en son temps, Joseph Kabila. Le jour où le major a été avec votre mère. Non, mon père était déjà mort. Le major, après quand le président Joseph Kabila est entré, donc on nous a abandonnés. Mais après, quelques années après, c'était 2-3 ans après, un major est venu chez nous, soit disant que le président voulait rencontrer la famille. Donc après, quand maman n'était pas là, il est venu avec les téléphones pour que maman puisse communiquer avec le bureau du chef de l'État. Quand maman n'était pas là, donc c'était prévu qu'il revienne et qu'il se fixe pour un autre jour. Donc après, il n'y avait pas de suite. Donc c'est passé comme ça. D'accord. Et votre mère a fait des démarches en vain, sans qu'il y ait de suite, et la situation est restée comme ça. Et elle a commencé à se battre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir s'occuper de vous. Alors, et à partir de quel moment la situation avait commencé à se dégrader du point de vue sécuritaire? Parce que là, l'abandon était... jusque-là était d'abord du point de vue financier. La garde rapprochée vous a été retirée. Et les persécutions, est-ce qu'il y a eu des persécutions plus tard? À quel moment ça a commencé? Ça a commencé par le fait que vous avez commencé à faire des recherches sur le décès pour élucider le décès de votre père, ou ça avait commencé bien avant?
La persécution a commencé à partir au moment où j'ai commencé à balancer le documentaire que j'ai réalisé sur mon papa. Je me suis dit, comme j'ai fini mes études à l'IFASIC en journalisme, je dis, je suis journaliste, je traite de problèmes d'autres personnes, mais moi-même, j'ai un problème que jusque-là, ça reste flou. Il faut que j'en parle. Donc, j'ai cherché deux anciens amis de mon papa pour qu'ils puissent m'éclairer. Comme je l'ai dit tantôt, j'étais petite, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à reconstituer l'histoire. À partir de là, vous aviez eu quel âge? À partir du moment où la reconstitution des faits avait commencé par vous, vous avez quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. Ouais, j'ai commencé à reconstituer l'histoire de Rappelez-nous le moment du décès de votre père. Vous aviez... J'avais 11 ans. 11 ans. D'accord. Donc j'ai commencé à 9 ans plus tard. reconstituer l'histoire, comment maman m'a fait son témoignage. J'ai vu les témoignages d'un frère. C'était un frère adoptif, c'est pas un vrai frère qui a assisté à l'assassinat de papa. Donc il m'a donné sa version de choses, de choses. Et puis ses amis avec qu'il a recruté, il y avait des gens qui voulaient m'aider vraiment à connaître ce qui s'est passé réellement. Et ce n'est qu'après que j'ai su réaliser les documentaires, avec de témoignages de gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui et les circonstances de sa mort. Et ce n'est qu'à partir de là, quand j'ai commencé la diffusion de trucs, parce que je travaillais à la télé, j'avais en contact avec plusieurs chefs de télévision, donc le documentaire passait par-ci, par-là, presque dans toutes les chaînes congolaises. Et c'est à partir de là que je me suis créé deux ennuis. Et les gens, le pouvoir, à l'époque, ils ont vu que c'était pas bien que ces images soient diffusées puisque ça faisait partie du secret d'État, que ça ne pouvait pas être dévoilé. Oui, le secret d'État. Et à partir de là, des persécutions avaient commencé. J'ai reçu des appels parce que je vais citer son nom parce que moi je crains rien. Le général Mbala Moussa, c'est lui qui m'a contacté en premier. C'était un ami. En fait, je le voyais souvent aussi. C'était un ami de papa. Il était à l'époque chef militaire et chef de la maison militaire de Joseph Kabila. Donc quand j'avais des problèmes, c'est lui que je voyais. C'était quelqu'un qu'on connaissait quand je faisais des reportages. Et quand, tu sais, en journalisme, il faut avoir des contacts. Quand j'avais pas des contacts d'un tel, je l'ai appelé. Est-ce que je peux avoir les contacts d'un tel? Il m'a donné. Donc c'était vraiment, moi je considérais comme un papa. Je savais pas qu'il pouvait être quelque chose à si voir mauvais avec que ça, qu'il pouvait être si mauvais que ça. Donc après il m'a appelé. Si mauvais, c'est-à-dire? Si mauvais parce que c'est lui qui a commencé par me contacter pour me dire que qu'est-ce que tu as fait. Contacter pour des questions de menaces, pour me dire non, pas de pas me menacer avant tout. Il m'a dit pourquoi tu as fait ça, il faut arrêter avec ça, tu vois, c'est fait. Je dis des conseils en quelque sorte. Voilà. Je l'ai fait comprendre que pourquoi tu me dis ça? Moi, je ne fais que relater l'histoire de mon papa. Parce que je vois rien, ça gêne qui? Le président Kabila est mort. Si je dis qu'il a été tué, c'est Kabila qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les témoignages de gens qui ont dit que oui. Et puis, effectivement, c'est ce qui s'est passé après. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? L'assassinat du président Mzee Kabila reste flou jusqu'à présent. Les gens ne savent pas pourquoi il a été assassiné et par qui. Ils ont arrêté d'autres personnes à la place, mais comme les gens comprenaient maintenant que si ils ont tué, si le président a dit qu'on a tué Mboum pour l'avoir, donc c'est que les gens qui ont tué Mboum, ce sont peut-être les complices de ceux qui ont fini par tuer le président. Donc ça ouvrait la voie vers la vérité de ce que le Congolais aime comprendre. Donc c'est ça qui dérangeait un peu les pouvoirs en place. C'était ça le problème. Oui. Il m'a fait voir ça. Après, moi, je dis, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne fais pas l'enquête. Je fais que exposer les problèmes. Je fais que parler de ce que j'ai vécu et appuyer de témoignages. Oui. Ça ressemble à peu près à des enquêtes parce que les témoignages découlent d'une supposée enquête. C'est au vu de la collecte d'informations qu'on vient à des témoignages. Alors, les persécutions, là, c'était des appels du général que vous receviez. Tout. Alors, à partir de quel moment les persécutions, les menaces avaient commencé? Et comme je poursuivis la diffusion du documentaire, un autre jour, il m'a appelé encore. C'était, si je ne me rappelle, c'était
C'était avant août 2017, puisque j'ai préparé, mon père est mort au mois d'août, on préparait l'anniversaire de sa mort, donc du coup, j'ai intensifié la diffusion du documentaire, et il m'a contacté pour me dire qu'il voulait me voir et pour contribuer, parce que chaque année, des gens contribuaient pour la messe, tout. Et c'était ça, il m'a donné rendez-vous, et les lieux de rendez-vous, il n'était pas là, c'était d'autres personnes. Après, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était derrière? Est-ce qu'il était sous écoute? Est-ce qu'il était... Parce qu'on ne sait pas, en Afrique, c'est compliqué de comprendre des choses. Donc, je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Comment c'est lui que je devais voir? Et à sa place, il y avait d'autres gens. Est-ce que c'est lui qui a trahi? Est-ce qu'il a été mis sous écoute? Est-ce qu'il a mis sous écoute? Alors, ce jour du rendez-vous, en fait, il n'était pas présent. Et après, vous ne l'avez pas eu au téléphone? Non, mais comment je pouvais l'avoir? Comment il a donné le rendez-vous? C'était pas au téléphone? Je ne pouvais pas l'avoir parce que les gens qui m'ont pris, c'était pour m'amener. Ah oui, le jour... Donc, c'était les jours où tout s'est éteint. On va être un peu plus précis. Il vous a donné un rendez-vous. Ouais. Ça, c'était par appel téléphonique. Il vous a dit, je vais vous rencontrer à telle période, à telle date. Ouais. Et vous êtes rendu sur les lieux du rendez-vous. Et il était absent. Il n'était pas là, et c'est d'autres personnes que je trouvais. Et d'autres personnes, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? Moi, je pensais que ils sont venus parce que c'était normalement le général qui devait être là et qu'ils allaient peut-être m'accompagner au Palais de la Nation, voir. Et je suis entrée, et c'était autre chose. C'était le début du calvaire. Oui, c'est quoi? Expliquez-nous, si ce n'est pas indiscret, expliquez-nous ce qui a dû se passer. En fait, pour ce qui n'est pas tout à fait... Malheureusement, je n'aurais pas le courage de le relater. D'accord, donc on va... Donc, comprenez que c'était le début de mon calvaire. Ouais. J'ai été emprisonnée, j'ai été torturée, j'ai été humiliée. Ouais. J'ai vécu, c'était la période noire de ma vie. Ouais. La période noire de ma vie, et j'étais enceinte. Vous étiez enceinte à ce moment-là? Enceinte à ce moment-là. Ce jour, ouais. J'étais enceinte, j'ai dû souffrir. C'était vraiment une souffrance pour moi. Ouais. Ouais. Ouais, ça se comprend. Donc, nous allons souffler en musique pour vous permettre, évidemment, de souffler aussi. Alors, nous allons faire appel à Alan Barrow pour souffler. Et c'est là Papa Wemba qui nous permet de faire cette transition. Mesdames et messieurs.
Alors, c'est très difficile dans nos studios, sur notre plateau, c'est très difficile, que d'émotions. Il faut vivre pour savoir qu'il y a des histoires je dis bien des histoires, je n'ai pas dit une histoire, il y a des histoires qui sont sans fin, qui marquent. Chacun de vous a dû vivre des situations qui restent indélébiles tout le long de sa vie et qui en restera. Alors, très difficile sur ce plateau de poursuivre cette émission. Nous allons faire quand même l'effort et je rappelle que Ange est également animatrice sur Radio Quartier des Ondes. Elle anime l'émission comme elle a présenté à la première épisode Actualité politique. Elle est journaliste politique. Elle a dû se battre bien des situations difficiles se soient passées dans son pays d'origine qui malheureusement l'ont poussée à s'exiler en France et à Rennes tant que réfugié politique, parce que c'est une histoire qui coûtait sa vie. Elle ne pouvait pas rester sur place au Congo pour retracer, pour rappeler, pour élucider, pour clarifier le décès, l'assassinat de son père. Là, je dis bien l'assassinat de son père. Et vous savez très bien la persécution qui était à sa suite. Elle craint toujours ces persécutions et donc elle a dû être protégée par la France qui est un pays de droit. Alors, nous allons tout simplement demander à notre invité de rester très très forte et de pouvoir saluer des personnes qui lui sont chères. Elle n'en fera pas une liste, mais de façon globale, des personnes qui lui sont chères et demander à ces personnes qui sombrent dans les douleurs, dans les difficultés, dans les persécutions, dans tout ce qu'elle traverse dans la vie, de rester. Elle est restée forte. Elle a poursuivi sa formation de journalisme, elle a poursuivi d'autres formations et elle est complète dans sa formation en tant que journaliste. Alors, Ange, est-ce que vous pouvez nous dire en gros quelques personnes qui sont restées sur place au Congo dont vous voulez rendre un petit hommage? Oui, bien sûr, c'est la personne qui m'a aidé à s'en sortir, à sortir d'où ils m'ont mis. Donc, il est militaire aussi, je mettais son nom pour ne pas lui créer des ennuis. Donc, c'est un militaire que mon papa a recruté. Il est aujourd'hui général. Mon papa l'a recruté même en dernière minute parce que quand il faisait le recrutement, il avait déjà fini et ils avaient déjà voyagé avec l'équipe qu'il a recrutée. Ce n'est qu'après que la personne qui s'est présentée auprès de ma maman et ma maman a fait des démarches pour qu'il puisse rejoindre mon papa en dernière minute. Donc, il n'était pas sur la liste des recrues. Et c'est lui, quand il m'a vu, il a dit, je préfère risquer ma vie, mais t'aider parce que ton papa m'a aidé à un moment de ma vie où je ne savais quoi faire. Donc, c'est maintenant le temps pour moi de lui rendre l'appareil, quoi. Et c'est comme ça qu'il a organisé ma fuite et avec ses amis. Et c'est comme ça que j'étais son nom, parce que je ne sais pas après s'il a eu des ennuis ou pas, je ne veux pas en créer d'autres. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté les Kinshasa et pour rejoindre l'Angola. Et de l'Angola, je suis arrivée ici. À part lui, je remercie ma famille aussi qui est restée en contact avec moi et me réconfortait tout le temps, mes enfants. Donc, et puis, je remercie la France parce que la France m'a accueillie. La France m'a donné une seconde vie. Donc, je me voyais morte. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais me retrouver au studio du Radio Quartier des Ondes en train de relater ce que j'ai vécu. Je me voyais sans vie, mais la France m'a redonné la vie, m'a redonné de l'espoir, m'a redonné le sourire. Donc, un grand merci à la France et à ceux qui vivent la situation que j'ai vécue. Courage, ça va aller. Vous allez peut-être trouver votre ange gardien, votre sauveur, comme moi j'ai trouvé, et pour vous faire sortir de cette situation. C'est ça. Merci d'avoir été très forte. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci d'avoir élucidé toute cette question, même s'il y a quelques zones d'ombre qui restent discrètes. Merci d'avoir permis aux auditeurs et à nous de vivre cette situation en temps réel, comme si nous étions présents.
Et merci à toute l'équipe de Quartier des Ondes qui a soutenu cette émission. En l'occurrence, Élise Romer, Aurélia Thomas, et sans oublier à la platine technique Alain Barrault. Nous sommes disponibles sur le site internet du Quartier des Ondes. Merci et à très bientôt. Merci.